Merci beaucoup, merci pour votre présence et surtout un jour aussi difficile d'après ce qui semble, n'est-ce pas? Et parce que beaucoup de personnes sont en vacances ou sont parties, je ne sais pas, ça dépend de chaque culture, etc. Bon, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la crise internationale. Vous savez, les premiers à dater la crise internationale, curieusement, parce que c'était son obsession, c'est sans doute Marx. Marx est le premier à signaler le fait qu'à un moment donné, on va se trouver, on va connaître ce phénomène de crise internationale. Il va le décrire à sa manière. Et la première fois qu'il en parle, c'est justement dans une lettre à un journaliste russe qui s'appelle Annenkov, exactement le 28 décembre 1848, où il lui dit la première crise internationale s'est produite en 1825, ce qui est une réalité et avec laquelle nous sommes tous d'accord, tous les spécialistes, y compris donc Raymond Aron et tout le reste qui ont essayé d'étudier tout ça. Et je ne parle pas d'autres, n'est-ce pas, il y en a une quantité absolument impressionnante. Et c'est la première fois. Avant, il y avait des crises nationales. Il y avait, par exemple, il y a eu la banqueroute de la couronne espagnole à l'époque de Philippe II, etc. Il y en a eu plusieurs banqueroutes. Et il y en a eu tout un tas de crises. Mais le problème est de savoir pourquoi ça s'est produit à partir de 1825 et on va connaître une première vague de crises avec un cycle de l'ordre de 10 ans, 11 ans à peu près, en moyenne, qui va se produire entre 1825 et 1873, exactement. Cette période est une période de crise, donc des cycles de crise. Mais des cycles de crise qui sont assez longs et qui sont donc de l'ordre de 10-11 ans, même 11 ans, plus que 10, etc. Selon on l'étudie, on se rend compte qu'ils sont des cycles quand même assez longs. Il y avait 9 ans de croissance, 1 an et demi de récession, quelque chose comme ça. Ce n'était pas une époque de crise générale, c'était des cycles très courts de crise. Et voilà qu'à partir de 1873, nous allons assister à ce qu'on appelle la Grande Récession. La Grande Récession va se produire entre 1873 et justement en 1894. Et à partir de 1994 jusqu'à 1914, ce qu'on appelle la Belle Époque, une époque de croissance économique à nouveau. Il y a eu donc une période de la grande récession, et tous les problèmes est de savoir comment cela, pourquoi tout ça s'est produit, et qu'est-ce qui va se produire par la suite, c'est-à-dire comment on est arrivé à la crise des années 30, parce que c'est ça qui nous intéresse. Alors, bien entendu, Marx va donner une interprétation qui est celle de la logique de la dialectique hegelienne, selon laquelle tout processus, toute réalité plus précisément, connaît à un moment donné sa propre négation. Et c'est cette négation de la négation qui donne naissance à une nouvelle réalité. En réalité, Marx essaye d'expliquer, et dans cette lettre à Annenkov, qui est une lettre quand même assez longue, qui est une lettre de l'ordre de 100 pages, quelque chose comme ça, et il lui dit ce qui se passe, c'est qu'à partir de 1825, et ça c'est quelque chose qui va le répéter par la suite, d'autant plus qu'il était en train de rédiger en même temps les manifestes communistes. Dans les manifestes communistes, il dit et le système capitaliste est devenu, à partir d'un certain moment, une entrave au développement des forces productives. Il a son interprétation de qu'est-ce que c'est que le système capitaliste et sur lequel nous n'allons pas parler, parce que ça nous amènerait trop loin. Simplement de constater, si vous voulez, qu'il voit quelque chose, qu'il constate quelque chose qui est très simple, c'est l'apparition des cycles économiques. Et d'où viennent ces crises, ces cycles, ces processus critiques? Si vous voulez, ça ne vient pas de la logique hegelienne. La logique hegelienne pose des problèmes énormes du point de vue de la réalité. Parce que pour lui, par exemple, avant, il y avait un développement, et à partir d'un certain moment, le système est devenu une entrave au développement des forces productives, et cela devait conduire nécessairement à la crise finale. Et pour
et la génération, par exemple, des années 30 ou des années 40, il est tout à fait évident que la crise des années 20 et des années 30 était la manifestation de la crise générale. Et c'est la raison pour laquelle les penseurs de la génération des années 30, disons, parlons de Raymond Aron ou Sartre, n'est-ce pas, ils vont considérer que Marx avait raison, au point tel, par exemple, que Sartre le dit dans son introduction à la critique de la raison dialectique, il dit « Le marxisme est l'horizon indépassable de la pensée de notre temps ». Pourquoi? Parce qu'ils ont perçu la crise des années 30, des années 20 et des années 30 comme étant la manifestation de la crise générale, de la crise finale du système capitaliste. Alors, ce que Marx n'a pas vu, et que curieusement on a peu discuté pendant le 19e siècle, c'est une chose qui est très simple, c'est-à-dire, historiquement, depuis l'époque donc des Grecs, et même avant les Grecs, n'est-ce pas, et les systèmes monétaires internationaux dans le monde méditerranéen, ou disons y compris la Chine, si je vais plus loin, n'est-ce pas, tout ce qui est jusqu'à la Chine, et il y avait, les systèmes monétaires internationaux étaient composés de deux instruments, et ça commençait de toute façon avec les Phéniciens, tout d'abord, non pas en tant que monnaie, mais en tant que métal à l'état pur, c'est tout simplement les métals, l'or d'un côté, et de l'autre côté, l'argent métal. L'or servait pour les échanges au niveau international, tandis que l'argent métal servait pour les échanges au niveau interne. C'est la raison pour laquelle on dit, par exemple, en français, nous disons avoir de l'argent, c'est avoir de la monnaie. En espagnol, se dit plata. La plata, c'est l'argent. C'est toujours l'argent, mais l'argent au niveau interne, bien entendu. Alors, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. C'est qu'à partir de 1821 exactement, donc avant la première crise, l'Angleterre, qui était déjà, et le Royaume-Uni plus précisément, qui était déjà la première puissance économique du monde, qu'il était déjà à partir de la Révolution anglaise, et concrètement, donc disons pour donner une date précise, à partir de 1700, c'est la Révolution industrielle. L'Angleterre est une puissance industrielle. Lorsqu'on lit les textes d'Adam Smith sur la richesse des nations, on se rend compte qu'il s'agit déjà d'une société industrialisée, non pas d'une société d'artisans, non pas d'une économie manufacturière, mais d'une économie donc, où il y avait des entreprises, où il y avait les processus donc, de la division du travail. Et ce qui s'est passé, c'est que l'Angleterre, comme elle était la puissance industrielle et la première puissance économique du monde, à partir de 21, bon, les premières décisions commencent à être prises à partir de 1816, mais à partir de 1821, elle prend une décision sans consulter personne. De toute façon, c'est elle qui décidait parce qu'elle était la grande puissance. Tous les autres, c'était des pays, soit des pays sous-développés, soit des pays qui allaient prendre leur indépendance, c'est le cas de l'Amérique latine, etc. Et par exemple, la France commençait à rentrer à partir de 1803 dans les processus de la croissance économique, etc., de la même façon que l'Allemagne. Donc, l'Angleterre va décider une chose. Pourquoi? Parce qu'elle avait trop de réserves or. Parce qu'elle était un pays excédentaire. C'était la puissance excédentaire par excellence. Donc, à cause du développement industriel, à partir de 1700, et donc elle avait trop de réserves or. C'est la raison pour laquelle elle décide de passer au monométallisme, c'est-à-dire de passer du bimétallisme au monométallisme, c'est-à-dire à l'étalon or au sens strict du terme. Et à partir de ce moment-là, donc on va se trouver pendant la première période à laquelle j'ai fait référence, 1825 et 1873, ce qui va se passer, c'est que nous allons assister petit à petit au fait que les grandes puissances de l'époque vont passer, justement, à partir de 1870, vont passer au monométallisme. C'est le cas, tout d'abord, donc de l'Allemagne, puis la France, et puis les États-Unis, en février, le 2 février, justement,
1873, il passe au monométallisme. Ce qui va faire donc que ces phénomènes du passage, déjà avec... parce qu'on va se trouver devant les phénomènes suivants, si vous voulez. Si on regarde d'une manière globale pendant la première période jusqu'en 1973, qu'est-ce qu'il va y avoir? Jusqu'à 1821, il y avait la base monétaire, les fondements monétaires, la quantité de monnaie au niveau international, c'est la quantité d'or monétaire, puis c'est la quantité d'argent monétaire. Et on va retirer une partie. Et cette partie représentait quoi? D'après les études les plus importantes, par exemple, du 19e siècle, et même avant, par exemple, quelqu'un comme Alexander von Humboldt disait que la quantité d'argent métal circulant à la fin du 18e, début du 19e, était équivalent en valeur à un tiers de la totalité du stock monétaire international. C'est-à-dire qu'on va réduire d'un tiers la quantité de monnaie en circulation. Et ça, c'est un processus qui va se passer, qui va se produire lentement. Puisqu'il ne faut pas oublier, par exemple, qu'en 1897, c'est le Japon qui passe au monométallisme. La Chine va rentrer plus tard, va passer au monométallisme. Mais en tout cas, on a affaire à l'ensemble de la communauté internationale qui va passer petit à petit au monométallisme. Ça veut dire que la base monétaire, les fondements du système monétaire, la quantité de monnaie en circulation, pour utiliser les termes de John Locke, la quantité de monnaie, il est tout à fait évident qu'elle va se réduire à cause du fait qu'on passe du bimétallisme au monométallisme. C'est-à-dire qu'à la fin du siècle, si on le regarde comme tel, en réalité, il va manquer un tiers de la base monétaire. Puisque à partir donc de 1973, si on regarde déjà les grandes puissances de l'époque, en réalité, on va passer au fait que l'or va garantir non seulement les échanges sur le marché international, mais va garantir en plus la quantité de papier monnaie en circulation. Or, avant, la quantité de papier monnaie en circulation était déterminée par la quantité d'argent métal. Donc, l'or va servir à deux choses, petit à petit. Au fait de garantir les échanges sur le marché international et au fait de garantir la quantité de monnaie en circulation dans les pays en particulier. Et c'est ça qui va donner ces sortes de rétrécissement qui va conduire tout d'abord, bien entendu, au fait des cycles de crise. Les cycles de crise, c'est le résultat de quoi? Le résultat du fait de la récession. Il y avait une période de croissance et puis une période de récession. La récession, c'est le résultat de quoi? Marx l'a très bien compris. C'est-à-dire du fait qu'il y avait de la surproduction. Il y avait de la surproduction, pourquoi? Parce qu'il y avait de l'argent qui manquait. Il y avait la demande n'était pas suffisante par rapport à l'offre. Donc il y avait une suroffre qui donnait ce phénomène de la surproduction. Il a très bien compris que c'était des cycles de surproduction. Jusqu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Il a très bien compris. Simplement qu'il pense que le système capitaliste, parce qu'il va l'interpréter d'une manière très particulière, suivant la philosophie de l'histoire de Hegel, selon laquelle il y a des automatismes historiques qui conduisent à l'accomplissement de l'histoire. Il y a un processus qui est une sorte d'accumulation de positifs, de sorte qu'à la fin, on doit arriver au règne du positif à l'état pur. Ça, c'est le délire de la logique hegelienne. Que la logique hegelienne donc, est en rupture totale avec l'ontologie aristotélicienne pour laquelle on ne peut pas dépasser la loi des contraires. Et dans la nature, il y a l'opposition du positif et du négatif, tandis que dans le règne de la culture, il y a le fait que le négatif s'oppose au positif, soit par excès, soit par défaut. Donc la loi des contraires fonctionne de deux manières. D'une manière dans la nature et d'une autre manière dans la culture. Mais on ne peut pas passer du règne du négatif au règne du positif à l'état pur. On ne peut pas dépasser la loi des contraires. Et tandis que Marx considère, par exemple, que le règne du communisme, qui est l'accomplissement de l'histoire, c'est justement le dépassement du négatif en tant que tel. Donc il y a un dépassement de la loi des contraires. Et ça, il ne le voit pas, parce qu'il est totalement conditionné par la logique de la dialectique hegelienne. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
C'est-à-dire à partir de 1973, on va assister à cette grande récession pendant laquelle il est tout à fait évident le phénomène du manque de la base monétaire, de cette réduction de la base monétaire, était déjà une réalité. Ce qui est très curieux, c'est qu'à l'époque, on va peu discuter de ces problèmes du passage du bimétallisme au monométallisme, du fait qu'il y avait une quantité de monnaie qui avait disparu, qui avait tout simplement été démonétisée. L'argent métal va être démonétisé. Et l'argent métal représentait un tiers de la valeur des échanges, de la valeur monétaire plus précisément. Donc on va se trouver avec cette période de la grande récession, qui est celle qui va de 1873 jusqu'à 1894. Donc on a cette période qui est très longue de récession. Bien entendu, Marx pensait qu'il s'approchait de la crise finale. Lorsqu'on lit ces échanges de lettres avec Engels, qui ont été publiés par les éditions sociales dans les années 70 et 80, et dans lesquels il y a au moins 20 volumes. De toute façon, en allemand, de toute façon, il y avait une vingtaine de volumes. Et dans les éditions sociales, ça va être c'est-à-dire en langue française. Et justement, on voit comment ils pensent qu'on était en train d'arriver à la crise finale. Et tout d'un coup, la crise finale n'arrivait pas, car il faut pas oublier qu'il est mort en 1883. Donc, ils pensaient que la crise finale devait arriver de toute manière. Et puis, on va assister au fait de la crise des années 30. Mais pendant cette période qui va de ce qu'on appelle la Belle Époque, que nous appelons en langue française la Belle Époque, c'est tout simplement une période d'une production impressionnante d'or, qui a été la découverte de l'or de l'Afrique du Sud et de l'Australie, qui fait que tout d'un coup, il va y avoir un afflux de la base monétaire qui va permettre cette reprise économique que nous allons connaître donc, pendant cette période de 1994 à 1914. Et c'est après que les choses, bien entendu, pendant cette période, il y a des récessions. Les cycles économiques vont fonctionner. Mais pas avec la même radicalité que pendant la période de 73-94, 1873-94, avec la grande récession. C'est une période pendant laquelle les cycles sont adoucis. Deviennent plus longues. Et la récession, la période de récession est plus courte. Nous avons eu la récession de 1907, qui a été importante, mais qui n'a pas été de la même violence que nous avons connue, enfin que l'histoire a connue pendant cette période de la grande récession. Et après va arriver, bien entendu, la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est le résultat de quoi? Et non pas de la contradiction du système capitaliste, comme on le pense suivant la logique marxiste, mais tout simplement du fait que la communauté internationale n'avait pas réussi à créer un organisme capable de réguler les conflits, de lutter contre les injustices réciproques, comme disait Aristote. Et c'était la grande idée de Kant, de la création d'une communauté universelle en vue de créer les conditions de la paix perpétuelle. Il avait raison. Simplement, on avait quoi? On avait des empires qui s'opposaient. Des empires qui essayaient de manger l'un à manger l'autre, etc. Non seulement manger à l'extérieur, mais se manger entre eux, n'est-ce pas? Et c'est ça qui va conduire à la Première Guerre mondiale. Mais cette Première Guerre mondiale, elle va faire que les États-Unis, en dehors du champ de bataille qui va se passer en Europe essentiellement, en Europe occidentale essentiellement, et donc les États-Unis vont devenir la première puissance économique du monde, vont devenir l'atelier du monde. Les États-Unis sont déjà, à partir de 1816, la première puissance économique du monde. Bien évidemment, ils avaient besoin d'armes, ils avaient besoin de nourriture, ils avaient besoin de services, et c'était les États-Unis qui les vendaient en échange de quoi? En échange de l'or. Et c'est la raison pour laquelle, si on regarde les réserves hors des États-Unis, là je passe à notre niveau, donc je passe à l'époque de la Première Guerre mondiale. Si on regarde cette période, on se rend compte, par exemple, en 1913, les États-Unis contrôlaient quelque chose comme les 15% des réserves hors du monde, qui était donc la deuxième réserve après l'Angleterre.
la troisième était l'allemande, et la quatrième était celle de la France, etc. Après, on va assister au fait qu'en 1920, les États-Unis contrôlent les 30% des réserves hors du monde, ce qui était considérable déjà. 30%, ça a doublé, ce qui est tout à fait normal, étant donné les conditions de la Première Guerre mondiale. Les États-Unis rentrent au dernier moment en guerre, n'est-ce pas? Et ils se sont enrichis en attendant d'une façon absolument considérable, ils avaient des réserves immenses. Et alors, à partir de ce moment-là, nous allons assister, du point de vue de l'histoire économique, à une sorte de raccourcissement des cycles, dans le sens qu'on va se trouver avec la crise de 1921, et 25, 29, 32, c'est l'effondrement. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Il y a quelque chose qui se passe. Et il faut le voir, bien entendu, à partir de l'histoire monétaire. Il ne faut pas oublier que la monnaie, comme le disait, Aristote, essayait d'expliquer que la monnaie, c'est la colonne vertébrale du social. Il n'y a pas de vie sociale sans échange, disait-il. Échange sans égalité, ce qui donne les droits. Et égalité sans commune mesure, ce qui nous donne la monnaie. La monnaie est un produit, la monnaie en grec s'appelle nomisma, qui vient de nomos, droit. C'est du droit objectivé. C'est produit par la puissance étatique. De la même façon qu'un État produit du droit, il produit de la monnaie. Ou de la même façon qu'il produit de la monnaie, il produit du droit. De toute façon, la monnaie est un produit du droit. C'est un État qui le produit. Parce que les Grecs avaient déjà fait la différence, et Aristote fait bien cette différence, entre l'or, qui est en quelque sorte la valeur d'échange universelle, la valeur d'échange objective, du point de vue universel. L'or n'est pas la monnaie. On peut appeler l'or monétaire la monnaie universelle. Mais la monnaie c'est du droit. Et les droits, c'est par définition ce qui est particulier. Nous disons les droits français, les droits allemands, les droits chinois, les droits américains, etc. etc. C'est du droit. Le droit est produit par une société. Les latins disaient ubi jus, ubi societas. Là où il y a du droit, il y a une société. Ubi societas, ubi jus. Oui, là, il y a une société, il y a du droit nécessairement. Donc, à partir du moment où il y a une société, il y a du droit. Et s'il y a du droit, il y a de la monnaie. Il y a de l'anomisme. Il y a de l'anomisme. Et donc, ce qui va se passer pendant cette période, après cette parenthèse est théorique, parce qu'il faut faire des fois référence au concept, et sinon on ne peut pas se retrouver. Donc à ce moment-là, il va se passer la chose suivante. Si vous voulez, les États-Unis vont avoir une politique totalement différente. Qui va vers quoi cette politique? Et va tout d'abord, les États-Unis vont commencer à faire du protectionnisme. C'est-à-dire, on va rentrer dans une logique totalement différente. Et du marché international. C'est-à-dire, à l'époque de l'étalon or, par exemple, il y avait une règle qui était implicite et qui était inhérente à ce système. C'est le fait que la quantité de papier-monnaie en circulation dépendait directement de la quantité d'or en réserve. C'est aussi simple que ça. En réalité, de la quantité d'or plus la dette publique, plus les obligations publiques, c'est-à-dire un peu plus. Mais il est tout à fait évident qu'à partir du moment où on réduit la base monétaire, il est tout à fait évident qu'on va se trouver avec un problème de demande globale. On va se trouver avec une réduction de la demande globale. En plus, il y avait quelque chose d'autre, qui était la règle de l'époque classique, de ce qu'on appelle le capitalisme classique, ou ce que nous appelons le capitalisme libéral, l'époque du libre-échange. Le libre-échange, au sens strict du terme, voulait dire à l'époque, tout simplement, les pays excédentaires fonctionnaient en libre-échange, donc ne pouvaient pas pratiquer ni du protectionnisme, ni du dumping. J'expliquerai après ce que veut dire le dumping. Protectionnisme veut dire le fait de relever les barrières douanières.
Tandis que, bien entendu, les pays sous-développés, les pays non industrialisés, qui étaient des pays qui dépendaient, comme l'indique Carle pour la Nitriviane, son texte principal, n'est-ce pas? Et il nous dit la chose suivante, il nous dit que les pays donc non industrialisés, ceux qui n'étaient pas des puissances industrielles, comme l'Angleterre, bien entendu la France, l'Allemagne, les États-Unis, etc., qui étaient les pays latino-américains, qui étaient les pays indépendants, eux, ils fonctionnaient en protectionnisme. Parce que s'il n'y avait pas suffisamment de réserves, ils ne pouvaient pas laisser partir toutes les réserves. Il fallait à un moment donné donc pratiquer du protectionnisme, cela veut dire augmenter les barrières douanières. Tandis que les pays riches ne pouvaient pas. C'était quelque chose considéré comme une sorte de causus belli, le fait d'augmenter les barrières douanières. Pratiquer du protectionnisme, c'était une folie à l'époque. Et les États-Unis vont commencer à pratiquer du protectionnisme. Et nous avons les deux tarifs actes. La première tarif acte, c'est-à-dire celle de 1922. Donc antérieure à Hoover, n'est-ce pas? Puisque Hoover c'est 29-32, il ne faut pas l'oublier. Et après, nous avons, la première va augmenter les barrières douanières de 28%, la tarif acte de 1922, 38%. Et la deuxième, celle qui va choquer terriblement le monde, et celle qui va se produire à l'époque de Hoover, et précisément justement en 1930, tout de suite après la crise de 29. Donc la tarif acte de 1930 qui va augmenter les barrières douanières de 59%. Ça veut dire que si on additionne toutes les deux, ça nous donne 97%. C'est-à-dire que les États-Unis vont s'enfermer derrière les frontières nationales, comme disaient les écrivains de l'époque, ils disaient que les États-Unis voulaient vendre à tout le monde et acheter à personne. C'est aussi simple que ça. Bien entendu, pratiquer du protectionnisme. Deuxièmement, les États-Unis vont pratiquer du dumping. Le dumping veut dire quoi? Normalement, il était interdit à l'époque, pour toutes les nations, quelles qu'elles soient, à l'époque classique, si vous voulez, il était interdit, et de subventionner la production agricole et surtout de subventionner les exportations. C'est tout à fait évident, c'est une cause de guerre. C'est une cause de guerre. Ça, c'est-à-dire les subventions étaient considérées comme le mal. Même les pays sous-développés ne pouvaient pas. Les pays sous-développés de l'époque, au 19e, c'était les pays latino-américains, car il ne faut pas oublier qu'ils vont être indépendants à partir de 1824, de manière globale, 22-24. Le fait est que les États-Unis vont pratiquer des subventions à la production à partir donc, de 1930 sous le règne de Hoover, et pardon, 29, exactement 17 juillet 29, l'Agriculture Marketing Act, n'est-ce pas, et qui va donner des subventions à la production agricole, et nous le savons toujours. Les États-Unis subventionnent la production agricole d'une manière absolument impressionnante. Et, par exemple, vous prenez, je donne un exemple, je fais une parenthèse, duquel tout le monde a entendu parler probablement, par exemple pour ce qui est la production de coton des États-Unis. Stiglitz l'a très bien signalé plusieurs fois. Il disait les États-Unis, les subventions à la hauteur de 4 milliards de dollars par an, à une production dont les coûts de production, à une production de coton, dont le coût de production est inférieur à 4 milliards de dollars par an, si vous voulez. Par contre, l'Afrique francophone, non seulement elle ne peut pas subventionner sa production, mais en plus, il doit taxer les exportations pour pouvoir vivre. Et en plus, les États-Unis subventionnent les exportations. Vous comprenez les problèmes? Donc, il ne peut pas. Et en plus, comme le franc CFA est en parité pure avec l'euro, donc le franc CFA est surévalué, ce qui veut dire que l'Afrique francophone ne peut pas vendre sa production. Et ce n'est pas un hasard si les États-Unis sont les premiers producteurs de coton du monde. Il n'y a que 25 000 planteurs qui vivent de ce coton, tandis qu'en Afrique francophone, c'est 10 millions de personnes qui vivent de ça. Vous comprenez? Donc, comment on va arriver à tout ça? Et en troisième instance, les États-Unis vont commencer à pratiquer ce qu'on appelle la thésaurisation de l'or.
c'est-à-dire le fait de démonétiser les réserves or qui étaient trop importantes. Puisque, et nous l'avons vu, en 1920, les États-Unis contrôlent les 30% des réserves or du monde. En 1932, les États-Unis contrôlent autour des 44% des réserves or du monde. Donc, les 20% étaient démonétisés. Avec cette démonétisation, on va encore plus réduire la capacité de consommation globale. Et c'est ça qui va conduire à la crise des années 30. Et en plus, donc, ils vont thésauriser l'or et vont commencer à thésauriser, au lieu de monétiser la quantité d'or qu'ils avaient, ce qui aurait permis à cet or de revenir en Europe, surtout donc, qui étaient des pays qui avaient perdu l'essentiel de leurs réserves. Ça, il ne faut pas l'oublier, surtout l'Allemagne, bien entendu. Donc, ça aurait permis une croissance économique. Comme ils n'ont pas permis cette possibilité de retour, justement, à travers l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont démonétisés. Donc, par exemple, en 1932, les États-Unis contrôlaient 44% des réserves or du monde. Il y avait autour de 20%, presque la moitié, qui étaient démonétisés. Et après va arriver Roosevelt, qu'on considère comme le bienfaiteur de l'histoire, n'est-ce pas, va arriver, justement. Il arrive à la présidence, je vous le rappelle, le 4 mars 1933. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement décider un mois et un jour après, exactement le 5 avril 1933, avec la célèbre Confiscation Act, donc, qui est l'Executive Order 6102 exactement, il va les signer le 5 avril 1933 et par lequel il va interdire l'utilisation de l'or monétaire. C'est donc la confiscation, la dépossession de l'or. Et vous vous imaginez, par exemple, les peines encourues à l'époque, parce que personne ne parlait de ça. Simplement, par exemple, c'était 10 ans de toute personne trouvée avec de l'or monétaire et se trouvait avec une peine de 10 ans. Et en plus, avec une amende de 10 000 $ de l'époque. 10 000 $, et à l'époque, l'once d'or valait 20 $. Si on les calcule avec des dollars actuellement, ça serait 800 000 $. Ça vous donne donc une idée comme quoi tout le monde a rendu bêtement l'or qu'ils savaient, l'or monétaire qu'ils savaient, c'est tout à fait évident. Les États-Unis vont donc se trouver en 1934 avec les 66% du stock d'or du monde qui était totalement démonétisé. Totalement démonétisé. Aucun rôle au niveau monétaire. Bien évidemment, et ça vous le savez très bien, au niveau de ces moments, je vais terminer là, avec ces moments, on va passer à autre chose. Si vous voulez, c'est le fait que les États-Unis vont se trouver donc en 1934 avec les 66% des réserves or du monde. Et je vous rappelle qu'en 1944, lors de la signature des accords de 1944, les États-Unis contrôlaient les 3/4 des réserves or du monde. Et exactement 21 700 tonnes d'or. Les 3/4 des réserves d'or du monde, totalement démonétisées. C'est ça qui va permettre qu'on n'a pas vu à l'époque, que curieusement Keynes ne voit pas. Tous les grands de l'époque, il n'y a pas un seul qui ait vu le phénomène de la démonétisation de l'or. Keynes l'a senti un tout petit peu qu'il devait y avoir quelque chose. Mais il n'a pas constaté, il n'a pas dit, si vous voulez. Et il se passe la chose suivante, c'est qu'en réalité, nous sommes rentrés à partir de 1933 dans le système dollar. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis, à partir du 30 janvier 1934, ils vont décider, bien entendu, tout d'abord, d'évaluer les dollars par rapport à l'or. On va passer de 20 $ l'once d'or à 35 $ l'once d'or, premièrement, 35 $. Et puis, de l'autre côté, il va mettre dans les nouveaux dollars qui va être émis par la Réserve fédérale, ils vont mettre as good as gold, aussi bon que l'or. Et tout le monde l'a cru. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Donc, on va se trouver avec cette période, et là, nous allons rentrer. Nous allons connaître 3 périodes, et là, je vais aller très vite, nous allons connaître 3 périodes du règne de l'étalon or, parce que sans se rendre compte,
le monde est rentré justement dans le règne de l'étalon or, où les États-Unis ont les droits et les privilèges d'émettre la monnaie internationale. Et bien, nous allons voir, par exemple, quelle est l'importance de ces privilèges comptablement actuellement, par exemple, tel que Eichengreen en parle, n'est-ce pas? Et donc, nous avons connu 3 périodes. Et pour aller très vite, nous allons connaître 3 périodes. La première période, c'est de 1933 à 1944, 1933 à 1944, et qui est la période donc du règne du dollar au sens pur du terme, mais qui est le règne du dollar de facto, pas de jure, pas du point de vue du droit. Il va devenir, donc la deuxième phase du règne du dollar, c'est 1944-1971, qui est de jure, puisqu'il y a des accords, il y a les accords de 1944 qui ont été signés, etc. Simplement que pendant cette période, le dollar est garanti par la réserve or des États-Unis à 35 dollars l'once d'or. Ça, vous le savez. Simplement que donc, le 15 août 1971, Nixon va supprimer cette garantie. Pourquoi il la supprime? Tout simplement parce que les États-Unis étaient en train de se vider de les réserves. Pourquoi? Parce que, en commençant par De Gaulle, il va demander le fait de récupérer les réserves or par rapport au dollar, etc. Il ne voulait plus de dollars, il voulait simplement de l'or, etc. Et bien entendu, les Allemands vont suivre, les Italiens vont suivre, etc. C'est ça. Et bien, pour éviter que les autres suivent, donc il a dû supprimer la garantie hors du dollar le 15 août 1971. Et par la suite, parce que rappelez-vous, je vous rappelle que pour De Gaulle, dans sa conférence de presse du 5 février 1965, il dit une chose: il faut sortir de l'étalon dollar et il faut revenir à l'étalon or. Parce que si on laisse aux États-Unis, il a très bien compris que les États-Unis avaient le privilège de mettre la monnaie internationale, mais qui n'était pas la totalité, puisqu'il y avait une partie des dollars qui circulaient sur le marché international sous la forme des bons du Trésor. En 1971, il y en avait 35 milliards de bons du Trésor en réserve. Actuellement, il y a 11 000 milliards. 11 000 milliards. Vous comprenez? Donc, les proportions que ça prend. Et nous allons voir tout ça par la suite. Alors, le fait est que, voilà, qu'en 1971, De Gaulle avait bien expliqué, c'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. De Gaulle a dit qu'il fallait revenir à l'étalon or, mais il entendait, tel que Rueff, même s'il est allé plus loin que Rueff. Et ça, il n'y a pas de problème. Dans cette conférence de presse, il est allé plus loin. Il a très bien vu que si on donnait aux États-Unis totalement les privilèges de mettre la monnaie internationale, on allait terminer avec une crise d'ordre universel. Parce qu'à un moment ou à un autre, il est évident que les pays allaient demander la garantie hors du dollar et ça allait provoquer l'effondrement du dollar. Donc on allait vers une crise d'ordre universel et c'est ça que nous sommes en train de vivre actuellement. Et c'est ce côté prophétique de cette conférence de presse qui est très importante, et qu'il est allé au-delà de Rueff. Mais pour lui, comme pour Rueff, il fallait revenir à l'étalon or au sens pur du terme. Il n'a pas compris, parce qu'à l'époque personne n'a compris, que l'or ne pouvait pas jouer deux rôles. Premièrement, instrument de garantie de la quantité de monnaie en circulation au niveau national, et deuxièmement, instrument des échanges au niveau international, comme garantie au niveau international. Vous voyez? Il ne pouvait pas jouer les deux rôles. Et donc, normalement, on devra revenir à l'étalon or, mais pas dans le sens de l'étalon or donc de la fin du 19e, étant capable de garantir aussi bien la quantité de monnaie en circulation que les échanges sur le marché international. Ça, c'est impossible. Sinon, on va connaître le même cycle de crise du 19e. C'est tout à fait évident. Voyez? Donc, il s'agit, et nous allons vers ce processus, qui est le retour à l'étalon or, parce qu'il est tout à fait évident que si on reste dans l'étalon dollar, puisque en 1971, on va revenir en réalité à la logique de 33-44, parce qu'entre 1971 et nos jours, le dollar n'est plus garanti par les réserves or des États-Unis. Donc les États-Unis ont non seulement le droit d'émettre la monnaie internationale et pouvoir acheter les biens du monde avec un simple papier, mais en plus, comme l'a très bien signalé Ron Paul, qu'il n'est pas un gauchiste, Ron Paul, vous le savez très bien, Ron Paul a expliqué très bien
Ces privilèges de mettre la monnaie internationale nous donnent en même temps la possibilité de conditionner les droits, l'économie et la politique internationale. Il a très bien compris. Et c'est de là qui vient la puissance des États-Unis. Ce n'est pas parce qu'ils sont très intelligents. C'est tout simplement parce qu'ils détiennent le privilège de mettre la monnaie internationale. Et ce privilège va devenir un privilège de jurer, au sens pur du terme, à partir des accords du 18 décembre 1971, et les accords de Washington, qui avaient été négociés auparavant, 4 jours avant, justement aux Açores, entre Nixon et Pompidou. Et en réalité, la discussion, c'était entre Giscard d'Estaing et John Connally, n'est-ce pas, son secrétaire d'État au Trésor, que quelques jours après, donc après la signature de ces accords de Washington, parce que, disons que on n'a pas le temps pour expliquer ces problèmes, si vous voulez, de la négociation qui s'est passée dans les Açores, mais c'est tout simplement, on a donné aux États-Unis les droits et les privilèges de mettre la monnaie internationale sans aucune contrepartie réelle. Donc, de la même manière qu'entre 33 et 44, dans les mêmes conditions, mais cette fois de jure, puisque ça va être signé par les accords donc, du 18 de Washington, du 18 décembre 1971. Et c'est la raison pour laquelle John Connally, vous savez qui c'est, donc c'était son secrétaire du Trésor, vous savez, tout le monde l'a vu qui est ce personnage. Vous savez, c'est celui qui au moment de l'assassinat de Kennedy était dans la voiture à droite du chauffeur. C'est exactement lui. C'est lui qui était en même temps le gouverneur du Texas. C'est lui le John Connally en question. Qui à un moment donné, donc quelques jours après la signature des accords de Washington, il va recevoir donc une délégation européenne où il n'y avait pas essentiellement des Français. Et l'histoire nous racontait les choses comme ça, et donc qui venait pour se plaindre du fait que les dollars continuent à bouger, etc., qui continuent à s'apprécier ou se déprécier, donc c'était le mouvement constant de ça. Et il leur dit une chose qui était très simple: écoutez, les dollars est notre monnaie et votre problème, et nous sommes toujours là. C'est aussi simple que ça. Vous voyez l'histoire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et je vais terminer là, et donc nous allons rentrer. Et je suis en train de prendre un peu trop de temps. Excusez-moi. Donc, il se passe la chose. On va rentrer donc après 71. Normalement, on n'aurait pas dû rentrer dans il aurait à ce moment-là fallu renégocier les accords de 1944 et donc revenir à l'état nombre, quelle que soit sa forme. Soit l'état nombre universel, comme ce qu'on propose actuellement, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs. Et Karl Polanyi le dit, il faut que l'état nombre soit universel pour qu'il y ait une régulation. La monnaie est, l'or est la monnaie universelle. Les autres, c'est des monnaies particulières, surtout s'il s'agit du papier. Chaque État peut produire son propre papier et doit produire son propre papier, doit assumer sa souveraineté monétaire. Et la souveraineté monétaire, il ne faut pas l'oublier, c'est le complément de la souveraineté politique. Sinon, il n'y a pas de souveraineté politique. C'est ça tout le problème. Et ça, les Grecs l'avaient très bien expliqué, Aristote l'avait très bien expliqué. Puisque le droit produit la monnaie de la même façon qu'un État produit du droit, il doit produire de la monnaie. Mais de la même façon, bien entendu, qu'il produit du droit, il ne doit pas produire du droit injuste. Et il ne doit pas produire une mauvaise monnaie, ça c'est tout à fait évident. Il ne doit pas produire un droit injuste. Pourquoi? Parce que, comme le disaient les latins, jus a justitia appellatur, le droit fait appel à l'idée de la justice. Sinon, ce n'est pas du droit, c'est la négation du droit. C'est ça l'idée. De la même façon qu'une monnaie doit avoir sa propre cohérence, etc. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire fonctionner la planche à billets à gogo, etc. Maintenant, on sait très bien ça, c'est tout à fait évident. Alors, nous allons rentrer, si vous voulez, et là, je vais terminer avec cette dernière phase. Nous allons terminer avec ce problème de la crise du dollar. Parce qu'on est rentré dans une crise qui va connaître, si vous voulez, qui va passer par quoi? Par la démonétisation de l'or. Là, je vais très vite. C'est donc le 8 janvier 1976, ce sont les accords de Jamaïque, démonétisation de l'or. Pour éviter l'effondrement du dollar, on a tout simplement démonétisé l'or. L'or ne joue aucun rôle monétaire. Il a été totalement démonétisé. Vous l'aviez rappelé la dernière fois. C'est cet accord entre Giscard d'Estaing et justement
et les Américains, etc. Et pour éviter, puisque la France, Giscard avait lancé cet emprunt Giscard et tout ça, qui était un emprunt qui coûtait de plus en plus cher, à cause du fait qu'ils ne se sont pas rendus compte et que l'or allait se remonétiser, qu'on était dans un processus de remonétisation du dollar, et que donc elle allait encore coûter de plus en plus cher. Et l'once d'or coûtait de plus en plus cher. En 68, l'once d'or est passé de 35 à 42 dollars. Vous imaginez, et par exemple, au moment de la signature des accords et par conséquent, les accords de Jamaïque, le 8 janvier 1976, l'once d'or valait 132 dollars. Et le 21 janvier 1981, l'once d'or va passer à 850 dollars. Donc il a fallu, bien entendu, taxer les transactions d'or, et c'est ça qui va provoquer l'effondrement de l'or pendant un moment donné et la montée du dollar. Donc les États-Unis, le dollar va se trouver sans la concurrence de l'or. Pendant toutes les années 80, donc 90, pendant 20 ans en quelque sorte, jusqu'au 21 janvier 2001, où l'once d'or va passer à 253 dollars l'once d'or, et maintenant nous sommes à 1600 dollars l'once d'or. Vous voyez, c'est tout d'un coup, on assiste à la remonétisation au niveau de l'or. C'est tout à fait évident parce que les États-Unis font fonctionner de plus en plus la planche à billets, d'autant plus. Et je vais arriver à ça. Parce qu'il se passe la chose suivante. C'est-à-dire, entre 71 et la crise, et le début de la crise que nous connaissons actuellement, il y a eu les accords de New York du 22 octobre 1985, dans lesquels donc les États-Unis vont obliger l'Allemagne et le Japon à dévaluer leur monnaie de 50%. Mais en échange, il va donner, ça va nous servir pour la semaine prochaine, si vous voulez. C'est pour ça que je parle de ces accords de New York, les accords Plaza de New York du 22 octobre 1985. Hein? Et c'est-à-dire, à ce moment-là, il va donner en échange quoi? Il va créer 3 espaces monétaires, l'espace marque dans lequel nous allons rentrer, donc la France va rentrer, le reste de la communauté européenne va rentrer, si vous voulez. Par la suite, normalement, il aurait dû y avoir l'espace yen qui n'a pas fonctionné, je n'ai pas le temps de l'expliquer, et bien entendu, il y avait le primus inter pares qui était l'espace dollar, qui était donc la monnaie dominante par excellence. Il y avait donc une sorte de structure au sommet, les dollars, puis les Deutschmark, en dessous les autres monnaies nationales, etc., et comme les femmes par exemple, et puis de l'autre côté, on avait les yens. Il devait y avoir les autres monnaies donc asiatiques, et ça n'a pas fonctionné. Ce troisième espace monétaire n'a pas fonctionné. Et puis après, on va arriver. Là, je vais très vite, on va arriver parce que normalement, on se trouve avec ces problèmes du dollar. Le dollar a des difficultés absolument énormes. Il ne peut pas contrôler la valeur du dollar. Le dollar ne peut pas être stable dans la mesure où il s'agit d'une monnaie nationale, et de l'autre côté, c'est des monnaies qui peuvent mettre autant qu'ils veulent. Par exemple, actuellement, depuis le 1er janvier 2013, la Réserve fédérale émet 85 milliards de dollars par mois. Par mois. Vous imaginez 85 milliards de dollars par mois. Il est tout à fait évident qu'on est dans un processus, là, pour le moment, ils essayent d'éviter l'effondrement du dollar, parce que le dollar était en train de s'effondrer. Si nous regardons simplement les dates, et je termine avec ça, très précises, qui sont la chose suivante. La crise des subprimes, ça a commencé en juin 2006. Essayons de mettre les choses au point. Ça a commencé en juin 2006, commence la crise des subprimes. Puis après, le 9 août, donc 2007, c'est la crise du crédit, exactement le 9 août 2007, que normalement on dit c'est le début de notre crise, de la crise actuelle. En réalité, ça a commencé en juin 2006. La crise subprime. Et on va se trouver le 9 août donc 2007, on va se trouver avec la crise du crédit. Rappelez-vous que le crédit interbancaire s'est bloqué totalement. Il n'y avait plus de crédit, plus de crédit. Et on va se trouver avec la crise du dollar en même temps. Et tout de suite après, la crise boursière.
et la crise du marché international, de la réduction des échanges sur le marché international. Et tout ça va conduire à quoi? Et tout simplement au fait que le 15 juillet 2008, le dollar va se trouver par rapport à l'euro. Un euro donc, valait à ce moment-là, le 15 juillet 2008, valait 1,6038. Ça avait presque doublé par rapport l'euro par rapport au dollar. Vous voyez, c'est-à-dire le dollar c'était en train de se déprécier, était en train de s'effondrer. On assistait à l'effondrement du dollar. Et tout d'un coup, à cause d'un accord qui s'était passé quelques mois auparavant, dont personne n'a parlé. Curieusement, ce sont les accords des grandes banques centrales donc de Tokyo du 17 mars 2008, donc quelques mois plus tôt, et qui disait que si le dollar se fragilisait tôt, il fallait que les grandes banques internationales interviennent justement pour éviter l'effondrement du dollar. Et c'est encore une autre manière de sauver, bien entendu, il est tout à fait évident que le dollar ne va pas s'effondrer, puisque le 27 octobre 2008, le dollar va se trouver à 1,2326 pour un euro. Donc il va se consolider d'une manière impressionnante. Mais ces achats de dollars et de bons du trésor sur le marché international vont provoquer cette récession terrible qu'on a connue au deuxième semestre 2008. On dit que c'est la cause de Lehman Brothers. Lehman Brothers, c'est le 15 septembre. Au moment du 15 septembre, les marchés internationaux étaient par terre. Il ne faut pas l'oublier. Ça, on va l'utiliser pour essayer de dire qu'il fallait soutenir les grandes entreprises et surtout les grandes banques, etc. Too big to fail. Par conséquent, il fallait soutenir ça. Ça, c'est quelque chose qu'on va introduire, va faire partie du discours dominant actuellement. Mais non, c'est surtout le fait qu'on va les grandes banques vont se mettre à acheter des dollars d'une manière absolument impressionnante et les pays émergents vont rentrer là-dedans. Vous vous imaginez, par exemple, la Chine se trouve actuellement avec 3300 milliards de dollars en réserve. C'est quelque chose d'absolument énorme. Donc, ils vont se mettre à acheter des dollars. Ils vont vider les marchés internationaux pour ainsi dire des dollars. Comme il n'y avait plus de monnaie, c'est ça qui va provoquer la contraction du deuxième semestre 2008. Et par la suite, donc à partir de juin, et là, si j'arrive à la fin, puisqu'on arrive à la fin de ce processus, c'est tout simplement le fait qu'à partir de juin 2009, c'est le bon du trésor de 30 ans qui est l'actif principal du marché international. C'est pour ainsi dire la valeur vedette des bons du trésor américain. C'est les 30 ans américains. Les 30 et les 10 ans, mais c'est surtout les 30 ans. Les États-Unis pensent aux 30 ans, tandis qu'en Europe, on pense aux 10 ans. On dit les 10 ans de la France, ou à des 10 ans, par exemple les 10 ans espagnols, 10 ans italiens, etc., ou 10 ans grecs. Tandis qu'au niveau international, c'est les 30 ans américains. C'est les 30 years. Hein, c'est lui qui compte. Était en train de s'effondrer. Et c'est à ce moment-là que la Réserve fédérale va décider de faire fonctionner la planche à billets, suivant donc les QE1, 300 milliards de dollars, n'est-ce pas, pour acheter des bons du trésor sur le marché international, pour éviter l'effondrement des bons du trésor. Comme les QE1 ne fut pas suffisant pour arrêter ce processus, on va se trouver avec les QE2, 600 milliards, qui va terminer donc en juin 2011 concrètement. Ça commence en novembre 2010 et donc en juin 2011 c'est la fin du QE et tout, et qui sont 600 milliards de dollars pour acheter des bons du trésor, surtout sur le marché international. Et par la suite, il y a une trouvaille absolument géniale qui est l'œuvre de Bernanke, parce que Bernanke, ce n'est pas Little Ben, il est en train de devenir le Big Ben, en réalité, il est grand, ce type-là. Il est très intelligent, il a tout compris, hein? Il n'est pas comme Draghi, etc., hein? Comme l'autre qui était avant, comme Trichet. Non, ils n'ont rien compris, tandis que Bernanke a très bien compris. Il va faire la célèbre opération Twist de septembre 2011 à décembre 2012, donc il y a encore 2 mois, qui consistait dans la chose suivante.
c'est ce qu'ils vont appeler l'opération twist. Tout simplement, vendre, la Réserve fédérale va vendre des bons du Trésor à court terme, 5 ans, 300, 200, etc., pour acheter des bons du Trésor à 30 et 10 ans sur le marché international. Donc, ils vont acheter avec des comptes de dollars au niveau interne, pour acheter avec ces dollars sur le marché international l'équivalent de 85 milliards par mois. Et c'est ça qui va sauver les trucs. Et puis, par la suite, et fin 2012, nous sommes dans cette espèce d'opération de sauver les dollars, quelles que soient les circonstances, et c'est ça qu'ils sont en train de réussir. Ils ont décidé en septembre 2012, et là Bernanke va faire quelque chose de très intéressant. Parce que de toute façon, il faut le reconnaître, tout seigneur, tout honneur, le type l'a très bien compris. Premièrement, il va lancer le QI3, qui consiste à émettre donc 40 milliards de dollars par mois pour acheter des bons pourris du marché immobilier américain. Et c'est ça qui a fait repartir le marché immobilier. Il est en train de repartir, vous l'avez remarqué, aux États-Unis, etc. Depuis septembre, à partir de décembre, ça commençait déjà à fonctionner. Il a très bien compris. Et bien entendu, 40 milliards par mois. Et puis le QI4, à partir du 1er janvier 2013, tout simplement 45 milliards de dollars pour soutenir les bons du Trésor sur le marché international, c'est-à-dire les 30 ans et les 10 ans. Voilà ce que j'ai dit. Nous allons donc commencer, et rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons expliqué, donné un panorama global du système monétaire international, simplement qu'on n'a pas parlé de la partie de l'euro, c'est-à-dire la partie de la monnaie unique. Ça manque. Et pour prendre conscience de ce que nous vivons actuellement comme étant une partie de cet ensemble qui est le système monétaire international, qui est le système dollar, bien entendu, que nous connaissons depuis 1933, pas depuis 1944, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer la semaine dernière. Car rappelez-vous, les anciennes générations, et même les générations actuelles, continuent à penser que le système dollar commence en 1944. Nous avons essayé d'expliquer que ce système commence en 1933, au moment où Roosevelt supprime donc, disons, les cours de l'or, va démonétiser l'or, et se produit donc la célèbre loi du 5 avril 1933, la Confiscation Act, c'est-à-dire donc que l'or monétaire est confisqué. Bien évidemment, l'or au niveau des bijoux, au niveau industriel et tout ça, ça continue à circuler, ça ne pose aucun problème. C'est l'or monétaire. Car il ne faut pas oublier que l'or monétaire est divisé en deux grandes parties. Celle qui concerne les réserves des banques centrales, qui fait actuellement quelque chose comme 35 000 tonnes, celle qui existe sous la forme de barres 10 kilos. Et puis de l'autre côté, il y a les réserves individuelles, les réserves personnelles, qui sont donc les monnaies et les lingots. Et donc tout le reste, bien entendu, il semble, d'après ce qui semble, c'est qu'il y a actuellement quelque chose comme l'équivalent en réserve individuelle, l'or individuel par rapport à l'or officiel, disons. Il y a à peu près la même quantité, 35 côtés d'un côté, 35 000 tonnes d'un côté, 35 000 de l'autre, et puis le double de ça qui existe sous la forme de bijoux. C'est ça qu'on connaît actuellement, avec bien entendu une production annuelle qui est de l'ordre de 2000 tonnes par an. Voilà ce que nous connaissons pour ce qui est l'or. Alors bien entendu, et toutes ces informations, il ne faut pas l'oublier, on ne les connaissait pas à l'époque des années 60. Car nous avons un référentiel par rapport aux années 60, qui est sans doute la conférence de presse de Gaulle du 4 février 65, qui est sans doute un texte fondamental et qui représente, qu'on le veuille ou non, le maximum de conscience de son époque. Il a cru que le système avait commencé en 1944. Lui, qu'est-ce qu'il proposait? Je vous le rappelle, parce que vous le connaissez très bien. C'est un texte qui fait 4 pages, facile à lire. Et donc, il fait un résumé, en réalité, de toute la problématique de son époque. Et qu'est-ce qu'il propose? Tout simplement de sortir du système dollar. Il va au-delà des RUEF, comme le signale très bien Alain Perfit.
Et donc, il dit il faut sortir du système dollar parce que si demain il y a une panique sur le marché du dollar, sur le marché international, et que par exemple tout le monde réclame à récupérer l'or qu'il y a derrière la valeur du dollar, il est tout à fait évident qu'on va avoir une crise d'ordre universel. Et c'est ça qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'il a bien vu, simplement qu'il a pensé, qu'il avait le temps pour pouvoir arranger tout ça. Il a dit, dans la même conférence, il dit, nous avons le temps. Nous ne faisons pas contre les États-Unis cette politique, nous ne la menons pas contre les États-Unis. Nous essayons donc d'éviter une crise d'ordre universel, un effondrement global du système monétaire international. Bien entendu, les choses sont faites, que la réalité a pris un autre chemin, que les choses se sont passées d'une manière différente. Et celui qui est à la base de la rupture, car il ne faut pas oublier que nous sommes en train de changer par rapport à la vision de De Gaulle. De Gaulle pensait, par exemple, pour revenir encore, essayer d'expliquer un peu mieux, il pensait qu'il fallait revenir à l'étalon or dans le sens de la fin du 19e, début du 20e. De la même façon que Rueff pensait ça, et toutes les personnes qui étaient pour l'étalon or à l'époque pensaient de cette manière-là. Actuellement, nous pensons qu'il faut revenir à l'étalon or international. C'est-à-dire que les échanges doivent être déterminés par les réserves or au niveau international, et bien entendu, chaque nation devra avoir sa propre monnaie. C'est ça l'idée, si vous voulez. Car il ne faut pas oublier que, par exemple, pour Aristote nous signale une chose, c'est que la monnaie, qui s'appelle en grec nomisma, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, est un produit du droit, c'est du droit objectivé. La société produit du droit et donc produit sa propre monnaie. Ce n'est pas la monnaie qui va produire un État, c'est l'État qui produit la monnaie. De la même façon qu'il produit du droit, il produit la monnaie. C'est ça qu'essaie de nous expliquer Aristote. Et c'est la raison pour laquelle Marcel Mauss disait que la monnaie est un phénomène social total. Alors donc nous sommes dans cette histoire de la monnaie en regardant ce phénomène social total. Et il ne faut pas oublier que, par exemple, à un moment donné, il y a une rupture par rapport à cette idée qui était le dépassement de l'étalon dollar, le retour à l'étalon or. Et cette rupture va se produire justement à partir de l'Europe. Et c'est tout à fait évident. Et c'est en réalité Raymond Barre qui va commencer à introduire une idée très particulière, une idée en plus très problématique, mais qu'à l'époque et même actuellement, on n'a pas encore réfléchi sur les incidences de cette thèse. Et cette thèse va apparaître justement avec son célèbre mémorandum de février 68, où il dit une chose, c'est-à-dire il s'oppose à De Gaulle, il travaille dans la Commission européenne, il était le deuxième de la Commission, et donc, en opposition à De Gaulle, il dit il ne faut pas s'opposer aux Américains de cette manière, comme le veut De Gaulle, c'est-à-dire sortir de l'étalon dollar. Il faut contourner l'obstacle. De quelle manière? Tout simplement en créant une monnaie unique, c'est-à-dire une monnaie européenne. Parce que pour lui, cette création, cette monnaie unique allait conduire, c'était donc l'instrument, c'était les moyens termes pour créer les conditions de l'union politique, c'est-à-dire que pour lui, l'union monétaire va conduire nécessairement à l'union politique, qui était en réalité une sorte de but qui existait en quelque sorte, comme une espèce d'arrière-conscience de l'époque. Il fallait créer une union politique et donc les chemins, c'était tout simplement passer par l'union monétaire. En plus, il pensait que cette union monétaire allait créer les conditions du plein emploi et bien évidemment d'une sorte de suprématie de cette nouvelle monnaie par rapport au dollar. Donc à ce moment-là, la monnaie unique européenne allait se présenter comme la nouvelle monnaie de réserve internationale. Et ce qui est très curieux, c'est que ce discours va prendre. Et très vite, par exemple, nous allons nous trouver avec le célèbre rapport Werner, Premier ministre donc luxembourgeois, d'octobre 70, qui va conduire à quoi? Qui va conduire tout simplement au serpent monétaire. À l'époque, ce qui est très curieux, on n'avait pas une vision claire de comment les choses allaient se produire pour produire la monnaie unique.
on pensait qu'il y avait des automatismes. Il y avait une sorte, donc, on va créer, si vous voulez, ce qu'on appelle un système de parité stable et non ajustable, c'est-à-dire ce qu'on appelle donc les serpents monétaires. Ces serpents monétaires, de quelle manière ça allait se produire? Tout simplement, on allait assister à une convergence des monnaies. Il y avait d'un côté la monnaie forte et de l'autre côté les monnaies faibles. Au milieu de côté, par exemple, les francs belges et les francs luxembourgeois qui se trouvaient en quelque sorte au milieu, des sortes de monnaies moyennes. Car il ne faut pas oublier qu'il y avait deux monnaies fortes, donc les marques et les florins hollandais. Il y avait deux monnaies faibles, les francs et la lire italienne. C'est à peu près ça. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait provoquer la convergence. Et pour ça, j'ai fait un petit schéma. Vous voyez, c'est ça. La convergence veut dire que vous avez une monnaie forte et une monnaie faible, et il fallait les faire converger. Les écarts étaient de 2,25 d'un côté et 2,25 de l'autre par rapport au référentiel, qui était l'unité de compte européenne, qu'on l'appelait à l'époque, avec le système de 72, on l'appelait tout simplement l'unité de compte européenne, et qu'on va appeler par la suite l'écu, pour rappeler l'ancienne monnaie française. Vous voyez? Il s'agissait donc de faire converger les monnaies. Si on a par exemple une monnaie, la monnaie forte, on n'a pas besoin de faire référence aux monnaies réelles, parler du mark et du franc, tout simplement parlons d'une monnaie forte et d'une monnaie faible. La monnaie forte, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait se déprécier nécessairement. Et la monnaie faible, pour converger, pour arriver à cette convergence, cette monnaie devait s'apprécier. Et on pensait qu'il y avait des automatismes qui allaient conduire à ça. Et il ne faut pas oublier que le serpent monétaire va commencer à fonctionner à partir d'avril 72. En janvier 1974, les francs doivent sortir parce que la Banque de France n'a presque plus de réserves. La Banque de France est à un moment où la France était en pleine croissance économique. Donc il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Bien évidemment, les francs et la lire vont sortir par la suite donc, du serpent, parce qu'il s'agissait d'un système où il ne pouvait pas y avoir de dévaluation. C'est un système de parité stable et non ajustable. Il fallait rester à l'intérieur du système. Et il fallait donc converger. Et c'est cette idée de la convergence qui va poser des problèmes. Pourquoi? Tout simplement, et c'est quelque chose qu'on commence à comprendre actuellement, parce qu'on en parle de plus en plus. Par exemple, actuellement, les yens vont se déprécier. Qu'est-ce qu'il faut que la Banque du Japon, qu'est-ce que doit faire la Banque du Japon? Tout simplement, vendre des yens sur le marché international. Et c'est ça qu'elle est en train de faire. Et en quelques semaines, elle est en train de provoquer la dépréciation du yen. Il ne faut pas oublier que le yen était à 80 yens pour $1. Nous sommes actuellement presque à 100. Ce matin, on était presque à 99, pour vous donner une idée. Donc ça peut aller très très vite. Ça ne pose aucun problème. Pourquoi? Parce que la valeur d'échange d'une monnaie dépend de son abondance ou de sa rareté sur le marché international. N'oubliez pas ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il doit faire, par exemple, lorsqu'un pays a une monnaie trop forte, pour pouvoir la déprécier, il faut qu'elle produise de la monnaie et qu'elle les vende sur les marchés internationaux, pas sur les marchés internes, parce que ça provoque l'inflation, mais simplement sur les marchés internationaux, et ça doit provoquer nécessairement la dépréciation de la monnaie. Et c'est ça qu'est en train de faire actuellement la Banque du Japon. Donc à l'époque, on pensait qu'il y avait des automatismes. Maintenant, nous nous rendons compte que le problème est le suivant, c'est que pour la monnaie forte, c'est facile de la déprécier, parce qu'il faut qu'elle produise de la monnaie pour acheter des réserves. Ça veut dire que pour la monnaie forte, elle ne faisait qu'augmenter ses réserves, et donc c'est renforcer, devenir de plus en plus puissante. C'était le cas de la Banque centrale allemande, puisqu'elle vendait des marques, elle achetait des dollars, elle avait de plus en plus de réserves. Tandis que les monnaies faibles, elles devaient vendre. Pourquoi une monnaie était faible? Parce qu'il y avait trop de cette monnaie sur le marché international. Donc il fallait acheter cette monnaie, la retirer du marché international. Et de quelle manière? Tout simplement en achetant sa propre monnaie. La Banque de France, par exemple, devait acheter sa propre monnaie, ou la Banque d'Italie. De quelle manière? Avec tout simplement des dollars. Et à ce moment-là, il provoquait une rareté de cette monnaie sur les marchés internationaux, et c'est ça qui lui aurait permis de s'apprécier.
Mais la Banque de France n'avait pas suffisamment de réserves pour pouvoir apprécier la monnaie. Parce que de l'autre côté, donc, il y avait le mouvement contraire du marque. Ce qui fait par conséquent qu'on va assister à un échec de ce système. Et c'est la raison pour laquelle les francs se retirent le 21 janvier 1974, quelques mois après. Il ne faut pas l'oublier, doit se retirer. Un an, disons, il faudrait faire les calculs. Ça a commencé donc en avril. Et 72 a fonctionné les serpents monétaires et les francs se retirent en janvier 74. Donc ça veut dire donc, que c'est allé très vite. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on s'est dit? On va continuer. Parce qu'à ce moment-là, on pensait que la puissance du monnaie ou la faiblesse du monnaie dépendait du taux d'inflation. On regardait les taux d'inflation. On ne regardait pas et on va se concentrer, se focaliser sur le problème de l'inflation. Et c'est la raison pour laquelle on va créer les conditions de l'indépendance de la Banque de France, justement pour éviter l'émission monétaire. Et c'est ça votre texte qui est, de ce point de vue-là, absolument parfait. C'est un très beau texte. Dans le sens, donc il explique comment en 1973, il y a l'idée tout simplement de supprimer l'inflation. Et pour cela, il fallait créer les conditions de l'indépendance de la Banque de France. Nous allons voir par la suite comment les choses sont un peu plus compliquées. Le fait est que nous avons donc le système de 72 et par la suite nous avons le système de 79 dont les serpents, je veux dire le système monétaire de 79, le premier on l'appelle les serpents monétaires, le deuxième les SME qui est le système monétaire européen qui lui va introduire des marges de fluctuation plus étroites, c'est secondaire, mais en tout cas la différence entre les premiers et les deuxièmes, c'est que les premiers étaient un système de parité stable et non ajustable. Il ne pouvait pas y avoir de dévaluation, ni d'appréciation de la monnaie, d'une monnaie quelconque, d'une monnaie forte. Et surtout pour les monnaies faibles, il fallait qu'elles se déprécient pour pouvoir rester à l'intérieur du système. Et donc, c'est ça que nous allons connaître, par exemple, dans le cas du franc, avec la crise, les célèbres crises après 81. Nous avons la dépréciation du franc de août 81 et juin 82 et mars 83, les francs cessent d'être une monnaie convertible. Le franc va devenir, donc il va y avoir un contrôle d'échange. Rappelez-vous, à partir du 15 mars 83, on ne pouvait pas sortir plus de 2000 francs. On ne pouvait pas utiliser la carte bleue à l'extérieur. Pourquoi? Parce que la Banque de France n'avait plus de réserves. A utilisé non seulement ses réserves, mais avait utilisé ses possibilités d'emprunt auprès de la Bundesbank. Vous voyez les problèmes? Et c'est la raison pour laquelle, tout d'un coup, la Bundesbank va prendre une importance énorme, c'est-à-dire les marques, va devenir la monnaie dominante. Ce qui va être consacré par les accords de New York du 22 septembre 1985, les accords de New York, qui vont créer trois espaces monétaires, les dollars, les primus inter pares, les marques de l'autre côté dans lesquelles on était, dans lesquelles vont rentrer donc l'Espagne et les pays du Sud et tout ça, etc., n'est-ce pas? Et puis de l'autre côté, normalement l'espace yen, qui n'a pas fonctionné, pour des raisons très particulières que je vais essayer d'expliquer par la suite. Le fait est qu'on va rentrer dans une période où il va y avoir toujours cette volonté de converger, simplement qu'on va se dire. Et pour pouvoir converger, créer les conditions de la convergence, c'est-à-dire de ces schémas, c'est toujours le même schéma, du point de vue, disons, de l'idée, n'est-ce pas, faire converger les monnaies, pour arriver à un moment donné, donc arriver à la coïncidence pure, et donner naissance par des automatismes, on pensait, par des automatismes, il allait y avoir donc une monnaie unique qui allait surgir, qui allait apparaître, par les automatismes tout simplement, de la convergence, de la coïncidence pure. On va continuer avec cette idée. Simplement que ça ne va pas marcher. Et donc, c'est tout le système qui va durer depuis 1979, les systèmes monétaires européens, depuis 1979, et jusqu'à, disons, à partir de 1995, tout d'un coup, on va assister à une convergence monétaire. Mais avant de venir à ce problème de la convergence, parce qu'on va assister à une convergence à un moment donné, c'est tout à fait évident. C'est ça qui va donner naissance à la monnaie unique. Voyez? Mais la convergence va se produire à cause de quoi? Tout simplement à cause de la réunification allemande.
La réunification allemande, qu'est-ce que ça va donner? Ça va affaiblir les marques, c'est-à-dire qu'en quelques années, puisqu'il fallait intégrer l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne va dépenser énormément, c'est une partie de ses exportations qui étaient avant orientées sur le marché international, va être orientée vers l'Allemagne de l'Est, tout simplement. Les investissements, quantité de problèmes de ce type-là. Ce qui fait que les marques vont s'affaiblir. Et l'affaiblissement du marque va commencer en 1995. Et c'est ça qui va conduire donc à l'apparition de la monnaie unique. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'en réalité, on avait déjà, à partir du traité de Maastricht, en 1992, on avait déjà les modèles du nouveau système, qui est le système monétaire que nous connaissons actuellement, donc celui de la monnaie unique. En quoi il va consister? C'est le traité de Maastricht qui va l'expliquer, qui va le développer, et surtout les statuts de la Banque centrale européenne, qui est contenu, donc et qui fait partie du traité de Maastricht, qui sont des annexes du traité de Maastricht. Quelle est l'idée qui va se développer? Tout simplement, le fait qu'on va créer une monnaie unique, mais en même temps, cette monnaie unique, et ce qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut surtout tenir présent à l'esprit, c'est qu'en réalité, chaque pays a sa propre monnaie. Contrairement à ce qu'on pense, parce que lorsqu'on voit des euros circuler, on pense que c'est la même chose partout. Et si vous regardez bien, chaque billet a une lettre. Devant les numéros, il y a une lettre. Le X, c'est pour la Belgique, l'Y, c'est pour la Grèce, et les Z, c'est pour la Belgique. L'Y pour la Grèce, les X pour l'Allemagne, les U pour la France, les V pour l'Espagne, les S pour l'Italie, etc., etc. Donc, chaque billet a une lettre. Devant les numéros, il y a une lettre. Ce qui fait qu'en réalité, chaque pays produit sa propre monnaie, en principe. Lorsqu'on passe de la monnaie nationale à la monnaie unique, donc cette base monétaire, la quantité de monnaie en circulation, à l'époque, il y avait 260 milliards de francs en circulation, donc il fallait convertir tout ça en euros. Sinon, bien entendu, les taux d'échange, etc., 6,5 pour le cas du franc et 2 marques pour un euro, etc., dans le cas de l'Allemagne, 200 pesetas dans le cas de l'Espagne pour un euro. Alors, donc, c'est la Banque nationale qui va produire sa propre monnaie à ce moment-là. Dans l'essence, elle va passer de l'une à l'autre, du franc à l'euro. Mais bien entendu, les monnaies que, par exemple, on va produire en France, ce sont des monnaies avec la lettre U. En Espagne, avec la lettre V. En Allemagne, avec la lettre X, comme j'ai essayé de l'expliquer. Par la suite, qui va déterminer la production monétaire? C'est la Banque centrale européenne qui le détermine. Et cela va donner l'article 105A1 du traité de Maastricht, qui va être repris mot par mot, à peu près, n'est-ce pas? Dans l'article 16 des statuts de la Banque centrale européenne, dans lequel il est dit le conseil de gouverneurs est le seul habilité à donner la possibilité de mettre la monnaie, donc les billets en euros. C'est le conseil des gouverneurs qui donne cette possibilité, qui donne ces droits, si vous voulez. La Banque centrale européenne n'a pas le droit de produire de la monnaie. Ce sont les banques nationales qui doivent les produire. Chaque pays, par exemple, doit faire fonctionner son infrastructure de production monétaire. Dans le cas de la France, c'est chamalière. Voyez, la France ne va pas acheter sa production de monnaie à la Bundesbank ou à la Banque centrale européenne. Elle va produire sa propre monnaie. Alors, ça va donner la chose suivante. Puisque la Banque centrale européenne n'a pas le droit de produire des monnaies. Elle n'a pas les droits. Elle n'a même pas de lettres pour le moment. Elle n'a pas le droit de produire. Donc, c'est la Banque centrale européenne qui accorde ces droits, mais en échange de quoi? Tout simplement des devises. Des devises. C'est-à-dire que chaque pays achète les droits d'augmenter sa base monétaire avec ses excédents en devises, donc en dollars. Vous voyez les problèmes. Ce qui fait qu'actuellement, nous nous trouvons, ce qui explique la situation actuelle, c'est qu'actuellement, nous nous trouvons avec les pays excédentaires qui sont en abondance monétaire, cas de l'Allemagne, bien entendu, et que de l'autre côté,
a des facilités de crédit, tandis que les pays déficitaires se trouvent non seulement en rareté monétaire, mais en rareté du crédit. Je vous ai apporté la semaine dernière ces papiers du pays où il s'expliquait tout simplement que depuis le début de l'année, il y avait une sorte d'apparition de monnaie locale. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de rareté monétaire en Espagne. C'est la même chose en Grèce. Les mêmes phénomènes commencent à se produire en Italie, etc. etc. Et parce qu'en plus, il y a les phénomènes suivants. Les pays déficitaires n'ont pas les droits, donc ils ne peuvent pas augmenter leur base monétaire, ce qui est le cas des pays excédentaires. Mais en plus, les monnaies vont s'orienter, vont passer, si vous voulez, des nations déficitaires vers les nations excédentaires, parce que les nations déficitaires doivent payer ce qu'ils s'achètent en plus. Ils doivent les payer aux nations excédentaires, ce qui veut dire que les monnaies, par exemple espagnoles, arrivent aux Grecs, etc., arrivent en Allemagne, qui est le pays excédentaire par excellence. Et cette monnaie va circuler à un moment, et si vous regardez bien, par exemple en France, nous avons des lettres différentes qui circulent en France, tout simplement que lorsque cette monnaie devienne trop usée, si vous voulez, donc c'est Chamalières qui va produire des monnaies, disons, des euros français au lieu des euros, par exemple, espagnols ou d'autres pays, n'est-ce pas, qui sont déficitaires par rapport à la France, etc. C'est le cas surtout avec l'Allemagne. Ce qui veut dire que les monnaies nationales des pays faibles émigrent vers les pays excédentaires. Tandis que les pays excédentaires, en plus, ils ont la possibilité d'acheter les droits d'émettre de la monnaie. Donc, ils sont en surabondance monétaire, tandis que les pays déficitaires se trouvent avec ces problèmes de la rareté monétaire. Donc, pour deux raisons différentes. Parce que les monnaies émigrent, les monnaies partent vers les pays excédentaires, les monnaies, appelons-les les euros espagnols, par exemple, n'est-ce pas, avec la lettre V, ils s'émigrent vers les pays excédentaires. Les pays excédentaires, par excellence, c'est l'Allemagne, qui est actuellement la première puissance excédentaire du monde. Et pourquoi l'Allemagne est échappée à ça? Pourquoi l'Allemagne est devenue la première puissance excédentaire du monde? Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier une chose. En 1998, la France avait le premier excédent commercial de l'Europe. C'est-à-dire, et si on regarde en compte de balance courante, en 1998, la France avait un excédent de 36 milliards de dollars, tandis que l'Allemagne avait un déficit de 3,6 milliards de dollars. Tout d'un coup, les choses vont commencer à se bouleverser, à changer. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir de 2000, l'Allemagne, tout d'abord, l'Allemagne de l'Ouest va s'occuper de l'Allemagne de l'Est, va l'intégrer. Ça va lui coûter terriblement cher. Mais tout de suite après, étant donné sa géographie, elle va se trouver avec des pays avec des salaires extrêmement bas. Ce qui fait qu'elle va faire de la sous-traitance. Par exemple, actuellement, les 80% de la Porsche Cayenne est produit en Slovaquie. Et donc, elle est montée à Leipzig. Ça veut dire que les 80% de la Porsche Cayenne sont produits, ces 80%, est produit à des coûts de production extrêmement faibles. La France n'a pas ce que les Allemands appellent le hinterland, n'a pas un hinterland économique, n'a pas une arrière-cour économique. On peut dire que c'est l'Afrique du Nord, mais non, il y a les barrières européennes. Vous comprenez le problème? Donc, l'Allemagne se trouve avec, à côté des pays comme la Pologne, la Slovaquie, etc., compris les pays baltes, n'est-ce pas, parce que ce n'est pas très loin au niveau de la côte, etc., des côtes allemandes, de la mer Baltique, ils sont très près des pays baltes, où les salaires de base tournent actuellement autour de 150 € par mois. Vous comprenez? Donc, il est tout à fait évident qu'ils sont capables d'avoir une capacité productive et concurrentielle que la France n'a pas. C'est la raison pour laquelle on va voir, par exemple, si on regarde tout simplement les statistiques du rapport commercial de la France avec l'Allemagne, nous constatons la chose suivante, tout simplement. Par exemple, en 69, au moment, 89, au moment de l'effondrement du mur de Berlin, la France avait un déficit de
48 milliards de francs. Là, je les donne en francs. 48, par rapport à l'Allemagne. L'échange de la France avec l'Allemagne, l'échange commercial. 48 milliards de francs. En 1998, la France avait un excédent de 52 milliards de francs. Qui a été le résultat de quoi? Tout simplement du fait que l'Allemagne a cessé d'être concurrentielle à un moment donné, étant donné qu'elle a intégré l'Allemagne de l'Est. C'est le coût de l'intégration de l'Allemagne de l'Est. L'année dernière, on s'est trouvé avec un déficit par rapport à l'Allemagne de 107 milliards de francs. Donc il y a eu un changement absolument impressionnant. Et de l'autre côté, par exemple, comme je l'ai déjà signalé, en 1998, la France avait un excédent, l'excédent le plus important de la communauté au niveau de la balance des comptes courantes, tandis que, par exemple, l'année dernière, on s'est trouvé avec un déficit donc de 76 milliards d'euros. Et vous comprenez? Et par exemple, en 2011, on s'est trouvé avec un déficit de 75 milliards d'euros. Ça veut dire pourquoi? Parce que l'Allemagne est extrêmement concurrentielle à cause du fait qu'elle fait de la sous-traitance avec les pays qui sont à côté même. Ils n'ont qu'à traverser la frontière, c'est aussi simple que ça. Et en plus, ils utilisent beaucoup de main-d'œuvre dans l'agriculture, etc. Des Polonais qui viennent travailler en Allemagne, qui payent, qui donnent des salaires extrêmement faibles, et tout le monde les signale, si vous travaillez dans l'agriculture ou même dans l'industrie, etc. Par conséquent, et on va se trouver, si vous voulez, avec ces problèmes de surconcurrence qui va faire que tout d'un coup, l'Allemagne, à cause du fait qu'elle fait en plus de la sous-traitance, et il ne faut pas oublier une chose, c'est que la grande industrie française, par exemple, le cas de l'industrie de la voiture, on le voit très bien, fait des délocalisations. Une Dacia qui est produite en Roumanie, c'est un produit roumain. C'est une exportation roumaine. Et en plus, c'est importé en France. Vous comprenez? Tandis que l'Allemagne, non, elle fait de la sous-traitance et pas de délocalisation. Ce qui fait que lorsque l'Allemagne exporte, par exemple, la Porsche dont je viens de parler, c'est une exportation allemande à l'état pur. Donc on va se trouver avec un problème du fait que, par exemple, la France va cesser d'être concurrentielle, va se trouver devant un problème de désindustrialisation, et c'est le problème qu'on connaît actuellement avec tous les pays du Sud. Donc, quoi faire? C'est qu'il n'y a pas de solution à l'intérieur du système. Dans la mesure où ces pays-là ne peuvent pas émettre de la monnaie. Ils ont un problème de crédit, avec une rareté de crédit absolument impressionnante. Et tout le monde les signale, y compris la Commission européenne, y compris le Fonds monétaire international. Ils sont en train de signaler ça. En Espagne, le crédit est rarissime et de plus en plus cher. Et c'est la même chose dans le cas de la Grèce. Par conséquent, la solution qui reste, ça va être, comme le signale Jacques Sapir, de toute manière, à un moment ou à un autre, il va falloir sortir. Simplement, le problème, c'est de quelle manière sortir. Ça, tout le monde se rend compte, on commence à le voir, je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Et même Gréol le dit, mon ami Jean-Luc Gréol le dit, de toute façon, il va falloir sortir à un moment ou à un autre. Ce n'est pas uniquement Jacques Sapir, etc. Il y en a beaucoup qui le signalent. Et de plus en plus, il va falloir sortir. Simplement qu'il va falloir sortir d'une manière ordonnée. Parce que si ça se produit d'une manière désordonnée, ça va être le chaos. C'est ça le grand problème devant lequel on se trouve actuellement. De toute façon, on ne peut pas modifier ce système. Sa logique est très simple. Les pays déficitaires, du point de vue du déficit extérieur, je me réfère, n'est-ce pas? Le cas de la Grèce, le cas de l'Espagne, le cas de la France, bien entendu. Simplement, que les pays du Sud ont connu une crise beaucoup plus grave que la France. Par exemple, le cas de l'Espagne, je vais le donner comme modèle. Pourquoi? Car il ne faut pas oublier que ces pays-là ont été subventionnés par les pays puissants de la communauté européenne. La France est le deuxième contributeur de la communauté. Par exemple, pour simplement les programmes de subvention des fonds européens, de 2000-2006, l'Espagne touchait 12 milliards et demi d'euros nets par an. En Espagne, l'argent courait comme l'eau presque. Vous vous imaginez qu'en 2006, il y avait plus de billets de 500 euros en Espagne que de billets de 5.
Bien évidemment, l'Espagne a emporté, s'est trouvée en 2007 et va se trouver avec un déficit de 100 milliards d'euros. L'Espagne n'est pas une grande puissance. L'Espagne exporte moins que le Mexique. L'Espagne exporte moins que Singapour. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas une puissance industrielle. Ils exportent des tomates, des ceci, etc. Mais ce n'est pas ça une puissance industrielle, vous le savez très bien. Vous voyez les problèmes. Donc, se trouve avec un déficit énorme en 2007. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007? Tout simplement, au moment où va se produire la crise internationale, on va retirer ces subventions aux anciens bénéficiaires, qui étaient l'Espagne, le Portugal, la Grèce et l'Irlande, et on va les donner aux pays de l'Est. Actuellement, c'est la Pologne qui touche 9 milliards et demi d'euros par an. Je vous signale une chose, que la France, indépendamment de son déficit considérable, continue à être le deuxième contributeur de la communauté. La France, contribue annuellement, si on regarde les programmes qui viennent de terminer, qui termine là en 2013 et qui devra être reconduit à peu près pour 2014 jusqu'à 2020, la France contribue à la hauteur de 7 milliards et demi d'euros par an, tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé donc dans le cas de l'Espagne? On leur a retiré cet argent, bien entendu, ils se sont effondrés. Et en plus, ils vont se trouver très rapidement devant le phénomène de la rareté monétaire et de la rareté du crédit, avec une violence absolument terrible. Vous imaginez, par exemple, qu'en 2008, l'Espagne a connu 1 million de chômeurs. Ça a été quelque chose d'absolument impressionnant. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y avait tellement d'argent que les gens achetaient des appartements, ils achetaient le premier appartement donc pour y vivre, après une résidence secondaire, etc., à des taux de crédit extrêmement bas, d'autant plus que les taux d'inflation étaient importants en Espagne, parce que l'afflux monétaire des subventions européennes était tellement énorme que ça donnait un taux d'inflation très élevé, donc avec des taux réels très bas. Par conséquent, beaucoup de gens avaient acheté non seulement l'appartement principal, la résidence principale, mais étaient en train d'acheter des résidences secondaires. Et donc, ils empruntaient à 50 ans, des choses comme ça. Et c'était du crédit à plus de 100, on leur donnait des crédits, donc non seulement pour acheter l'appartement ou la résidence secondaire, mais en plus pour faire des travaux, etc., etc. Donc il est tout à fait évident que tout d'un coup, ils vont se trouver, bien entendu, avec l'effondrement de l'immobilier, parce qu'il n'y avait plus d'argent. Et c'est ça qu'on est en train de voir actuellement dans le cas de l'Espagne, dans le cas de la Grèce, dans le cas du Portugal. L'Irlande est en cas à part. Parce que si bien il est vrai que l'Irlande a reçu des subventions européennes et particulièrement importantes, il ne faut pas oublier une chose, que l'Irlande pratique la concurrence déloyale du point de vue donc des impôts sur les sociétés. Le taux d'impôt sur les sociétés qui pratiquait l'Irlande depuis des années, ça a été de 12,5%, au moment où dans le reste de la communauté, la moyenne pratiquait du 34%. 12,5%. Donc ce qui fait que l'Irlande est quand même un pays excédentaire du point de vue des exportations. L'Irlande se trouve actuellement dans les 2 dernières années avec un excédent de l'ordre de 45 milliards d'euros par an. C'est quelque chose d'énorme pour un petit pays de 5 millions d'habitants. Pourquoi? Parce que les multinationales américaines se sont installées en Irlande, etc., etc. C'est ça qui fait que donc, c'est un pays excédentaire. Ce qui s'est produit en Irlande, parce que la crise irlandaise n'est pas le résultat des mêmes phénomènes que dans le cas de l'Espagne et la Grèce. Tout simplement, il y a eu un problème. C'est qu'en octobre 2008, le Premier ministre irlandais a décidé, étant donné qu'il a vu la crise venir, de toute façon, ça commençait à arriver à partir du 9 août 2007, la crise internationale, la crise subprime, qu'on appelle, n'est-ce pas, qui va donner la crise du crédit. À partir de ce moment-là, comme les banques irlandaises avaient investi énormément dans des bons pourris américains, et avaient investi beaucoup sur l'hypothèque immobilière du pays, etc., avec les boom immobiliers qu'ils avaient, donc ils ont décidé tout simplement de garantir à 100% les investissements des banques et les dépôts à 100%, quelque chose qui est impossible, quelque chose qui est une folie. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais ils ont décidé quelque chose, car il faut pas dire que lorsqu'on regarde, par exemple, ce qu'on appelle la garantie des dépôts,
la célèbre institution qui garantit les dépôts aux États-Unis, qui s'appelle la FEDIC. Et donc, elle garantit normalement, disons, l'équivalent de 100 000 $, n'est-ce pas, et pas au-delà, à 100%. Mais il se passe la chose suivante, c'est que si on regarde la réalité, la FEDIC, Federal Insurance, n'a pas actuellement même pas 12 milliards de dollars en réserve. Comment elle va garantir 0,17% des réserves des États-Unis? Comment va-t-elle garantir les réserves? Tout ça, c'est tout simplement pour créer la confiance tout simplement. Bien entendu, de ne pas toucher les dépôts, parce que si à un moment donné, ça commence à toucher les dépôts, ça risque de produire un bank run. Et si un bank run, ça ne dure pas beaucoup. Ça risque de provoquer l'effondrement global. Et ça peut se produire. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'actuellement en Espagne, ils sont au bord d'un bank run. L'Espagne ou le Portugal, tout d'un coup, il peut y avoir une panique qui va provoquer la panique dans le reste de l'espace euro. On est donc dans cette situation. De là, la nécessité de sortir d'une manière ordonnée. Mais bien entendu, il est tout à fait évident que l'Allemagne ne va jamais accepter. Le problème est ça, parce que l'Allemagne, elle bénéficie de cette position. Elle est trop dominante. Elle détient le pouvoir total. Elle a hinterlandisé. Si vous comprenez le terme hinterland, parce que c'est fondamental, c'est l'arrière-cour, n'est-ce pas? Hinterlandiser l'Europe de l'Est, elle va hinterlandiser l'Europe du Sud, l'Europe latine et l'Europe grecque. Ça, il n'y a pas de problème. Ils sont en train de le faire. C'est-à-dire qu'on devra rentrer en concurrence avec les Polonais. Vous vous imaginez? C'est-à-dire l'Allemagne est en train de devenir la grande puissance industrielle et en train de hinterlandiser le reste de l'Europe du Sud et de l'Europe de l'Est. Tout simplement à cause de ces mécanismes qu'on a créés. Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Parce qu'il va falloir sortir de là. Tout simplement, le seul chemin qui reste, si on veut le faire d'une manière ordonnée, parce que sinon c'est les automatismes du marché qui va conduire à une sorte de chaos généralisé. Et par exemple, un bank run en Espagne ou au Portugal, vous voyez, de toute façon, parce qu'actuellement on demande à ces pays-là, non seulement ils se trouvent en rareté monétaire et en rareté du crédit, mais en plus on leur demande de réduire les dépenses publiques, les dépenses sociales, donc de supprimer l'État-providence, ce qui reste l'État-providence, mais en plus de réduire les salaires, les coûts de production, etc. Donc ils se trouvent actuellement dans une situation de plus en plus étouffée, et ce n'est pas ça qui va les rendre concurrentiels. Parce que le problème, c'est qu'ils sont en rareté monétaire, et on ne peut pas créer les conditions de l'abondance monétaire tout d'un coup, puisque ces pays n'ont pas le droit d'émettre leur monnaie. N'ont pas le droit. Donc on n'a pas cette possibilité. Ce qui veut dire donc que ces pays-là, qu'à un moment ou à un autre, il va falloir sortir. De quelle manière? Tout simplement, donc bien entendu, revenir aux monnaies nationales. Mais auparavant, il va falloir que la Banque centrale européenne puisse émettre de la monnaie massivement pour acheter la dette des pays surendettés, pour pouvoir donner donc un moment de respiration, ça c'est tout à fait évident à ces pays-là, dont l'économie est en train de se contracter à une vitesse et avec une brutalité absolument impressionnante. Parce qu'à la différence, par exemple, de la France, si on regarde la France et l'Espagne, par exemple, la France est un pays contributeur. Donc, elle avait après tout une économie beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus adéquate. Et il n'y avait pas de surabondance monétaire, tandis que dans le cas de l'Espagne, il y a eu toutes ces subventions qui sont arrivées à un moment donné, donc qui se sont mis à dépenser d'une façon absolument impressionnante. C'était à un moment donné, rappelez-vous, en 2007, ici en France, on parlait du modèle de la nouvelle économie. Modèle de la nouvelle économie que Van Royal a utilisé d'ailleurs. Modèle de nouvelle économie, tout simplement parce qu'ils étaient en plein boom économique. Ils avaient un excédent budgétaire impressionnant. Par exemple, en 2007, l'Espagne avait un excédent de 38 milliards d'euros, un excédent public de 38 milliards. Par contre, le déficit extérieur était quelque chose d'énorme, 100 milliards en 2007, 100 milliards d'euros, quelque chose qui est énorme. À l'époque, c'était 140 milliards de dollars. C'est quelque chose d'immense. Le déficit espagnol en proportion était beaucoup plus important que le déficit américain.
Les Américains détiennent le droit de mettre la monnaie internationale, donc d'acheter les biens du monde avec du simple papier. Eux, ils peuvent se permettre. Mais un pays comme l'Espagne, il est tout à fait évident qu'à partir du moment où on leur a retiré les subventions, à partir de ce moment-là, tout s'est effondré. Donc c'est la raison pour laquelle il faut créer les conditions, il faut commencer à réfléchir sur ce problème de la sortie nécessaire précisément du système monétaire européen et bien entendu revenir à l'étalon international. Parce que si on garde, si on ne revient pas à l'étalon international, c'est le dollar qui va continuer à dominer. De toute façon, actuellement, on est dans la situation, étant donné que les États-Unis, la Fed, a fait face à tous les problèmes de la crise du dollar, en faisant contribuer tout le monde. Par exemple, je l'ai signalé la dernière fois, le deuxième semestre 2008, lorsqu'il y a eu cet effondrement global, c'est tout simplement parce que les banques centrales du monde au niveau international, les grandes banques centrales, compris la BCE bien entendu, se sont mis à acheter des dollars et des bons du Trésor des États-Unis pour éviter l'effondrement du dollar, parce que le dollar était en train de s'effondrer. Et tout de suite après, à partir de mai 2009, Bernanke décide et commence à faire fonctionner la planche à billets. Et c'est avec la planche à billets, si vous voyez de quelle manière il l'utilise d'une façon extrêmement intelligente. C'est pas que les Japonais expliquent mal les choses. Et les directeurs de la Banque centrale du Japon, on parle par exemple actuellement dans le cas du Japon, on parle de doubler la base monétaire, la quantité de billets en circulation, qui les donnent actuellement. Ils vous disent à l'unité près en yens combien, dans 200, combien de yens il va y avoir en circulation. Le problème, c'est qu'ils ne font pas la différence du point de vue théorique entre qu'est-ce que c'est, comme le fait la Fed, de ce point de vue-là, la Fed est d'une cohérence absolument fabuleuse. Actuellement, qu'est-ce qu'elle fait? Depuis septembre de l'année dernière, elle produit 40 milliards de dollars par mois pour acheter les bons pourris de Fannie et Freddie, c'est-à-dire de tout ce qui est la crise de l'immobilier, et en 2 mois, ils ont relancé l'immobilier. L'immobilier est en train de fonctionner au niveau actuellement aux États-Unis à nouveau, tout simplement en achetant tout simplement les bons pourris et pour donner des liquidités, etc. Et de l'autre côté, depuis le mois de janvier, la Fed, elle fait la différence entre la production interne de monnaie et la production extérieure, parce qu'elle produit 45 milliards de dollars par mois depuis le 1er janvier, tout simplement pour acheter les bons du Trésor au niveau international, pour éviter la dépréciation des bons du Trésor. Et ils sont en train d'arriver précisément à ce que les bons du Trésor de 30 ans montent au-dessus de sa valeur nominale. Quelque chose d'extraordinaire. Ils sont en train de réussir. Ce qui fait que, probablement, si on se trouve avec une crise radicale dans l'espace euro, il est possible que, parce que normalement, si l'euro s'effondrait, ça devait conduire à l'effondrement du dollar. Actuellement, nous sommes en train de vivre la situation actuelle, la situation qui est la suivante. C'est que si l'euro s'effondre, il est probable que le dollar va se consolider encore plus. C'est ça le grand problème. Parce que la Banque centrale n'a pas la possibilité d'émettre de la monnaie. Elle n'a pas la possibilité de surmonter, et Draghi en a parlé dernièrement, la dernière réunion, la dernière conférence qu'il a fait, Draghi a expliqué une chose, nous n'avons pas de plan B. Nous n'avons pas d'autre plan. Pour nous, il faut continuer. Simplement qu'il essaye de réfléchir de quelle manière réduire les problèmes de la rareté monétaire et de la rareté de crédit des pays déficitaires, c'est-à-dire de l'Espagne, du Portugal, etc. etc. Mais il n'y a pas de solution, puisque normalement, le statut de la Banque centrale interdit toute subvention de l'État, des États déficitaires. Interdit totalement, ne peut pas intervenir. Et à un moment donné, Trichet avait trouvé la solution, tout simplement d'intervenir sur les marchés secondaires pour acheter. Ça s'est passé en 2010 et 2011 avec la Grèce et puis avec l'Italie, un tout petit peu avec l'Italie et tout ça. Et tout simplement acheter sur le marché secondaire, mais pas sur le marché primaire, sur le marché donc de la vente directe des bons du Trésor. La Banque centrale ne peut pas.
C'est la raison pour laquelle il va falloir trouver une solution. Donc, c'est-à-dire faire en sorte que la Banque centrale puisse émettre de la monnaie d'une manière massive comme une sorte de système de transition. Parce que l'émission monétaire du côté de la Banque centrale européenne implique nécessairement les dépassements du système de l'euro. Voilà. C'est ça que je veux dire.